Il y a un an, on avait fait une vidéo un petit peu critique sur les obligations du cahier des charges bio en termes de rotation. Et là, en fait, c'était parce que, parce que l'obligation de rotation, elle est surtout imposée dans des logiques de problèmes de maladie et de fertilité. Et on disait que nous, sur nos sols, on ne voyait pas l'intérêt de se faire imposer ce type de réglementation, de rotation, alors que on n'a pas de problème de fertilité et on n'a pas de problème de maladie normalement sur nos cultures. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne fait pas de rotation, puisque finalement, là, sur cette planche, j'avais 3 planches d'oignons, et après avoir ramassé les oignons, ma planche était propre, et du coup, on en a profité pour faire un semis de betterave. Un semis de betterave à la volée, où on a dû juste un petit peu arroser la planche pour faire partir le semis, et là, on se retrouve avec 3 planches de betterave à récolter. Et là, on fait de la rotation, mais surtout on optimise le parcellaire et en fait on va produire plus sur la même surface et toujours avec des itinéraires les plus simples possibles, puisque finalement après l'oignon, c'est seulement contenté de semer des betteraves à la volée. Et là par exemple, si on regarde ici, effectivement, toujours pareil, quand on a du semis à la volée, on va avoir un semis aléatoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si c'est pas réparti, si c'est très hétérogène dans la répartition des graines, on voit que même 8 graines au même endroit, ça va faire 8 betteraves ici, et elles ont à peu près la même taille que si elles étaient mises à espacement régulier sur les 8 sur cet espace-là. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir comment le végétal, même si les graines elles sont là, va en fait chercher la lumière où il faut, et finalement les betteraves là, elles arrivent quand même très bien à pousser, quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, après la récolte des oignons, il y a toujours des oignons qui ressortent. Et donc là, on a des oignons qui repartent dans notre planche de betterave, et du coup, ça fait une planche de culture associée. Et là, peut-être que éventuellement, ça peut aider, ça évite d'avoir en tous les cas que des betteraves sur la planche, et ça permet peut-être d'avoir du coup 0 ravageur sur nos betteraves. Là pareil, en termes de rotation, après une culture d'ail qu'on va ramasser fin juin, mi-juin, ça dépend un petit peu des années, et là du coup après l'ail on a semé des carottes, et là du coup c'est parfait en termes de temporalité. Notre planche d'ail était propre, donc on a juste eu à semer des carottes après la récolte de l'ail. Et là on se retrouve avec des planches de carottes où on avait eu des planches d'ail avant. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la question des cultures associées, on peut lire dans la littérature que la carotte est sensible à la mouche de la carotte, et que de fait de planter de l'ail à côté, ça peut avoir un effet répulsif sur cette mouche. Et pareil que l'oignon, sur une planche d'ail, on oublie toujours des têtes d'ail, il y a toujours de l'ail qui ressort, et donc là je me retrouve finalement avec une culture associée, carotte, ail, sur la même planche, sans en fait aucun travail. Et c'est ça qui en fait la problématique des cultures associées, c'est quand il faut venir planter un truc là, et que ce soit des plantes différentes, et que ce soit contraignant en termes techniques, alors que là, j'ai récolté mon ail, je mets mes carottes, et je sais que sur cette planche de carottes, il va y avoir de l'ail qui va repartir. Donc là, il va protéger mes carottes, là je vais ramasser mes carottes, et puis après, cet ail, au mois de mars, ce sera de l'aillé qui sera prêt pour faire des bottes d'aillé pour le printemps. Voilà un petit peu des enchaînements et des rotations qu'on a fait cette année, qu'on a trouvé particulièrement intéressants et fonctionnels. On a vu en pratique que c'était vachement intéressant de faire des rotations sur des planches de culture pour optimiser le parcellaire. La critique sur la rotation, elle venait du fait que la rotation, pour moi, ce n'est pas un sacro-saint principe qu'il faut respecter à tout prix. Et on peut se poser une question sur est-ce qu'une plante a un but dans la vie? Quel est le sens de la vie d'une plante? Et le sens de la vie d'une plante, c'est peut-être de perdurer dans le temps. Et donc on peut voir différentes stratégies qu'ont mis au point les plantes pour se perdurer dans le temps.
et coloniser l'espace et le temps. Par exemple, on va avoir des plantes qui vont faire des fruits, et dans les fruits, il va y avoir des graines. Et donc, la stratégie, c'est d'essayer de faire un fruit appétant pour que peut-être quelqu'un, un oiseau, un rongeur, mange le fruit et aille disséminer les graines plus loin pour aller coloniser l'espace. Mais on peut avoir aussi la stratégie de la plante, par exemple comme d'une pomme de terre qui reste sur place, qui effectivement va aussi faire des fruits pour des graines, et là on peut avoir la logique de l'oiseau pour aller coloniser l'espace. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que une pomme de terre, elle va faire des tubercules, et l'année d'après, les tubercules qui seront restés au sol vont refaire des pommes de terre. Et on peut se demander si la pomme de terre, quand elle va pousser, ne va pas créer dans le sol des conditions optimales pour sa descendance future. Et d'ailleurs, il y a plusieurs collègues qui ont fait pousser des pommes de terre sur pommes de terre sur pommes de terre, dans des logiques de sol vivant, c'est-à-dire avec toujours un mulch carboné et pas de travail du sol, et où les rendements se sont améliorés d'année en année. On a aussi remarqué ça sur nos planches. Et une autre pensée, un autre questionnement qu'on peut avoir par rapport à la rotation, c'est qu'on sait qu'une plante, ça vit en symbiose avec des champignons mycorhiziens. Et du coup, s'il y a par exemple, imaginons qu'une tomate, elle ait créé une symbiose avec plusieurs champignons mycorhiziens et que ça se passe bien, si on remet une tomate l'année d'après, au même endroit, il y a de fortes chances que, en tous les cas, les spores de ces champignons soient déjà là, et peut-être que du coup, le plant de tomate puisse se faire coloniser très rapidement avec un champignon avec lequel ils vont faire une symbiose, et du coup, ça va peut-être être beaucoup plus facile pour la tomate de se procurer des éléments nutritifs, des minéraux, de l'eau, grâce aux champignons qu'elle a déjà travaillé avec, et où elle pourra encore travailler avec. Donc là, cette obligation de rotation imposée par le cahier des charges bio est un garde-fou contre justement un bio qui irait vers de la monoculture, comme c'est de plus en plus le cas. Et dans ce cadre-là, je le comprends tout à fait, et heureusement qu'il y a des garde-fous. Après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on ne fait pas de différence entre des toutes petites exploitations extrêmement diversifiées, où il y a un énorme souci de la biodiversité, des sols, etc., avec des énormes exploitations en monoculture qui sont elles aussi en bio. Voilà, c'est la question, pourquoi on ne fait jamais de distinction entre des échelles de production totalement différentes, et ce qui est acceptable à une échelle ne l'est peut-être plus à une autre.